Chers panélistes, chers collègues et experts, au nom de nos partenaires et du Geneva Water Hub, je souhaite remercier la Direction du développement de la coopération suisse, l'Institut général de planification de la Chine, le ministère chinois des ressources en eau et l'Académie chinoise des sciences et tous les autres participants pour cette session de présentation de l'aquifère transfrontalier et sa gestion dans différentes régions. Je suis Jean Villemain. Et je suis très heureux de pouvoir partager ces meilleures pratiques sur la gestion des aquifères transfrontaliers. Donc, on va présenter avant de présenter les trois panélistes que nous allons entendre pendant cette session, je vais parler un petit peu donc du Geneva Water Hub, qui est un centre de compétences qui est spécialisé dans l'hydrodiplomatie et les compétences en eau. Nous collaborons avec le Graduate Institute de Genève. Nous collaborons avec le Dakar Water Hub, qui est rattaché au ministère de l'eau du Sénégal, et bien sûr avec l'université et le domaine académique de la région. Et nous partageons une vision pour promouvoir l'eau en tant que source et véhicule de la coopération et de la paix. Ceci est basé sur l'idée principale du fait que l'eau peut être source autant de conflits que de collaboration. Nos expériences nous démontrent que dans de nombreux pays, le besoin d'eau et l'accès à l'eau dans de nombreuses situations peut mener au conflit ou au partage et à la collaboration. Les disputes autour de l'accès à l'eau peuvent être gérées de façon diplomatique. Et de plus, le partage de l'eau est maintenant une source de collaboration dans des situations de conflit, donc une issue positive. Cette approche est au cœur du mouvement Blue Peace, qui a été promu par nous-mêmes et plusieurs de nos partenaires. La première initiative diplomatique importante a été le panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix, qui s'est déroulé entre 2015 et 2017 dans plusieurs pays pour mettre en avant la gestion de l'eau, de l'accès à l'eau pour la paix dans plusieurs régions. Et le Geneva Water Hub a agi en tant que secrétariat pour ce panel. Voici une photo des 15 panélistes qui avaient été désignés comme représentants du mouvement et d'experts individuels pour mettre en œuvre le mandat auquel avait signé par les 15 États. Le président de la Slovénie, l'ex-président de la Slovénie et le Sénégal ont participé de façon active à ce panel de haut niveau. En 2017, le panel a publié son rapport « L'eau, un atout pour la paix », un premier rapport sur l'importance de l'eau pour la survie, sur sa transversalité en matière de sources de paix et de collaboration entre les communautés. Et celui-ci a été présenté en 2017 à plusieurs gouvernements du monde en lien avec la gestion des nappes phréatiques. Bien sûr, le rapport souligne l'importance du renforcement de capacités, du développement de connaissances dans le domaine pour une prise de décision efficace et une coopération réussie en matière de sécurité et de promotion de la paix. Et cette édition, bien sûr, se base sur la coopération transfrontalière entre la Suisse et la France, qui est un exemple d'une gestion partagée d'eau transfrontalière. Il est important de comprendre que la résolution de conflits peut se faire au niveau local, régional, intersectoriel et transfrontalier.
Il y existe l'exemple du bassin aquifère sénégalo-mauritanien qui relève d'une vision de plusieurs pays qui doivent partager cet aquifère transfrontalier. Il parle également de la gestion intersectorielle de l'eau et de l'engagement indispensable dans plusieurs domaines concernant les ressources en eau et les effets que les exploitations minières ont sur les communautés qui vivent près de ces exploitations. Donc, le message principal de ce panel était de se positionner par rapport à l'institution fragmentée dans ce domaine au niveau national et international et de galvaniser cette approche vers un espace de sécurité où les partisans à des conflits pouvaient se réunir pour mettre fin à leurs divergences et s'engager dans des projets de collaboration. Donc, par rapport aux nappes phréatiques et aux eaux souterraines, c'est un projet qui a été mis en œuvre par le Geneva Water Hub et nous promouvons bien sûr la recommandation de ce panel, les recommandations de ce panel. Également, en Afrique de l'Ouest, nous avons contribué donc au BASM, l'aquifère et bassin sénégalo-mauritanien, avec le soutien de plusieurs institutions, dont l'IGRAC. Et ce bassin implique une collaboration entre les pays dans lesquels il existe, bien sûr, la Gambie, la Mauritanie, le Sénégal, que vous voyez ici à l'écran. Nous avons donc souligné l'importance, donc avec les 4 pays, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie et le Sénégal, de collaborer pour pouvoir trouver des accords et appliquer les recommandations qui doivent faire face à des défis partagés qui résultent de conflits par rapport à entre différents utilisateurs de l'eau. Si l'on regarde donc le BASM qui se situe sous donc les frontières de ces 4 pays, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Vous voyez qu'il y a une grande connectivité entre ce bassin qui mène à une collaboration inévitable entre les 4 pays. Et pour ce, nous avons 2 organisations, l'Organisation pour le développement du fleuve Sénégal, OMVS, l'Organisation pour le développement du fleuve Gambie, donc l'OMVG, et les 4 principaux objectifs de cette collaboration sont la gestion intégrée des ressources en eau, la conservation de l'eau et des écosystèmes, la réduction de la pauvreté, la promotion de la sécurité alimentaire et le développement territorial, et bien sûr l'adaptation au changement climatique. Ce dialogue est chapeauté par les États eux-mêmes au niveau institutionnel. Le dialogue a commencé en février 2019 avec les premiers échanges entre les 4 pays concernant ces aquifères et ces ressources en eau souterraine. En septembre 2021, durant la 9e rencontre des ministres, nous avons signé donc la Convention de l'eau de l'UNICI. Nous avons initié donc un processus de mise en place d'un cadre institutionnel juridique autour du BASM, et ceci avec donc les 2
organisations de mise en valeur de fleuves Sénégal et Gambie, le groupe de travail régional pour, bien sûr, continuer à gérer les projets régionaux pour une meilleure gestion en eau. Donc maintenant, je vais présenter Gabriel Delos-Copos qui va vous parler de l'exemple Suisse-France et de la gestion collaborative de l'eau, ainsi que l'accord transfrontalier autour de l'aquifère. Il est hydrologue et hydrogéologue aux universités de Genève, Neuchâtel. Il a été impliqué donc dans cette recherche dans le canton de Genève et participe à la gestion de cet aquifère local. Gabriel, c'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité. Je vais partager mon écran. Alors, je- alors, voilà. Alors, ça, comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on le voit, Gabriel. On le voit. Ah, mais attendez, j'ai un petit souci parce que je voudrais le mettre sous forme. Hmm, Alors, reprendre le parole dans ma main. Faire comme ça. Ouais. Attendez, je vais reprendre le. Voilà, je peux faire comme ça. Il faut baisser la projection. Si jamais on voit comme les slides, même s'ils sont réduits. Ouais, parce que j'arrive pas à le mettre sous forme présentation. Bon, je vais passer ainsi de suite parce qu'on ne peut pas perdre plus de temps avec ça. Donc, je vais vous présenter la gestion de l'aquifère du Genevois. Je vais vous le faire en français. Voilà, sur cette dia, on voit que la Suisse est un petit pays au centre de l'Europe. Elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Le canton de Genève est situé à l'extrême ouest de la Suisse. Il a une frontière de 200 km avec la France et seulement 6 km touchent le canton avec le reste de la Suisse. C'est pourquoi on comprend que Genève est très impliquée dans la coopération transfrontalière. Le canton compte 4 aquifères principaux. L'eau potable est fournie par 2 stations au niveau du lac, ce qui correspond à peu près à 80% de l'eau potable, et à 11 puits dans les nappes principales, ce qui correspond à peu près à 20% de l'eau potable.
La nappe du Genevois s'étend du lac jusqu'à l'extrémité ouest du canton. Donc, c'est le plus grand aquifère que compte le canton. Il y a 10 puits du côté suisse et 4 du côté français. Donc, il s'agit vraiment d'un aquifère transfrontalier. Cet aquifère est constitué principalement de dépôts fluvio-glaciaires. Donc, c'est un aquifère qui circule dans des graviers et des sables. Il a des très bonnes performances au niveau de sa perméabilité et des très bonnes caractéristiques hydrogéologiques. Il a également une bonne protection naturelle, même si certains points de vulnérabilité se font voir le long de son profil longitudinal, comme on le voit ici. Revenons un petit peu à l'historique. Donc, on voit qu'entre 1940 et 1960, il y a eu une diminution importante du niveau de la nappe, mais sans grandes conséquences. Par contre, entre 1960 et 1980, on voit que la nappe commence à être surexploitée avec des pompages de plus de 14 millions de mètres cubes par an. Donc, cette surexploitation a diminué le niveau de la nappe de plus de 8 mètres en moyenne en 20 ans. Donc, il a fallu prendre des dispositions de gestion hydraulique assez urgentes. Il y avait deux solutions. Soit on envisage une diminution des prélèvements en exploitant une autre ressource, comme la construction d'une nouvelle station de filtration et de traitement d'eau du lac, soit on renforce la capacité naturelle de la nappe par rapport à artificiel, donc en créant un MAR, un MAR, comme on a vu ce matin déjà avec les discussions sur le Managing Aquifer Recharge. Deux critères ont conduit au choix actuel. Le critère de la sécurité d'approvisionnement, parce qu'en développant les potentialités de l'aquifère, on peut avoir une diversification des ressources entre le lac et la nappe. Et puis, bien sûr, un critère économique, car le coût d'une station de réalimentation est bien moindre que le coût d'une station de filtration et de traitement d'eau du lac. Donc, voilà un peu le principe de la réalimentation de l'aquifère. Une prise d'eau dans la rivière qui, elle, alimente déjà naturellement l'aquifère. Il y a un traitement parce que l'eau venant des Alpes est relativement chargée en éléments fins, donc il faut la filtrer. Et puis, injection dans le sol. On a une zone d'infiltration qui peut avoir une capacité, grosso modo, de 10 millions de mètres cubes par an d'infiltration. Donc, on voit ici, maintenant qu'on a cette station de réalimentation proche de la rivière, et puis les 14 puits répartis entre la Suisse et la France, les coûts de réalimentation artificielle ont été répercutés parmi tous les utilisateurs de la nappe, quelle que soit l'origine de l'eau. Alors, au même temps qu'il a fallu faire un développement technique, on a eu effectivement des réunions et des négociations avec les différentes autorités locales et nationales en France pour établir un système de gestion commune de l'eau. Alors, on a créé ce qu'on a appelé un arrangement. C'est un accord qui couvre des aspects suivants: la commission d'exploitation, le programme de gestion annuel de la nappe, la liste des installations de réalimentation artificielle de la nappe, les droits d'eau de chaque utilisateur et le prix de l'eau. Donc, cet arrangement ou cet accord a été conclu le 19 juin 1978 pour une durée de 30 ans. Le rôle de la commission était extrêmement important puisque plus qu'une commission consultative, elle a en fait été au centre des discussions pour une gestion des installations de réalimentation de la nappe du Genevois, et également la gestion des problèmes posés par l'exploitation, l'entretien et la surveillance de toutes ces installations. Cette commission, elle examine le programme annuel de réalimentation artificielle qui est établi en fonction des niveaux de la nappe et des prévisions des besoins en eau des utilisateurs.
Elle est responsable de la supervision du budget d'exploitation. Elle initie des études transfrontalières pour répondre à des risques liés à la ressource. Cette commission est composée de représentants de l'État de Genève et des communautés françaises, ainsi qu'un de représentants des services industriels de Genève, qui sont les exploitants de cette station de réalimentation. Les membres de la commission peuvent être accompagnés d'experts et des réunions sont tenues 1 à 2 fois par an, alternativement en France et en Suisse. En 2007, il a fallu commencer à travailler sur le renouvellement de ce premier accord. Et en fait, on a mis en place un groupe de travail franco-suisse dans le but de produire un document pour la gestion de la ressource du Genevois pour les 30 années suivantes, mais cette fois avec un support légal qui soit reconnu au niveau international. Donc, en fait, l'appui juridique devait veiller à ce que les particularités techniques acceptées par les parties s'inscrivent dans un contexte global reconnu, politiquement, juridiquement, financièrement et administrativement. Donc, on a mis en place des bases légales transfrontalières sur lesquelles devait se fondre cette nouvelle convention. Et notamment, on s'est basé sur l'accord de Karlsruhe parce que son article 5 donne la possibilité de déléguer l'exercice d'une mission à l'une des collectivités. Donc, cet article était très intéressant pour les collectivités françaises et puis en même temps, il était en accord avec la Constitution fédérale suisse parce que les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leurs compétences. Donc, les cantons peuvent agir de manière autonome et conclure eux-mêmes des conventions. Donc, cette convention relative à l'utilisation, à la réalimentation, au suivi de la nappe d'eau souterraine franco-suisse du Genevois a été signée le 18 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 pour une durée de 30 ans. Quelques mots sur cette convention. Elle a été établie dans le but commun d'assurer la pérennité de la nappe du franco-suisse du Genevois et de garantir ainsi aux parties la capacité de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation en eau potable des populations, aussi bien suisses que françaises. Définit les dispositions administratives, juridiques, techniques et financières nécessaires à la bonne exécution de cette mission. Donc, elle a une focalisation sur les aspects techniques légaux du droit international. Elle fait une inclusion directe des communes françaises dont le pouvoir s'est formellement et officiellement accru. Et c'est une convention donc qui a été conclue pour 30 ans, renouvelable une fois, comme un accord entre les parties. Elle fait donc suite à l'arrangement de 1978. Ce qu'on remarque aujourd'hui, après plus de 40 ans, c'est qu'on arrive à avoir un niveau de la nappe qui est en moyenne satisfaisant pour pouvoir répondre à tous les besoins, notamment avec un pompage de 12 à 15 millions de mètres cubes par an total, grâce à une réalimentation artificielle entre 7 et 10 millions de mètres cubes. Donc, pour avoir cet équilibre entre le pompage et la recharge artificielle, on peut garantir d'avoir un niveau d'eau qui n'est plus en surexploitation. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'au cours de ces dernières années, il y a eu quelques éléments clés qui ont contribué au succès de l'arrangement de 1978 et de la préparation de la convention qui a succédé en 2008. C'est surtout la faculté de se concentrer sur la ressource commune en eau, de traiter au niveau local l'aspect administratif et politique de la gestion de l'aquifère. Et puis, on a cette chance-là que la faculté au niveau du canton de Genève de pouvoir traiter directement tous les aspects transfrontaliers. Voilà, je vais m'arrêter là. Je répondrai certainement à des questions après coup. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation. Je vais continuer en français. Effectivement, nous avions prévu une session de questions et réponses après les présentations des 3 panélistes. On est un petit peu en retard sur le calendrier. Donc, on vous invite à les poser dans le chat et puis après, les panélistes pourront aussi répondre tout au long de ce webinaire.
Donc, je vais passer au panéliste suivant. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Monsieur Ababakar Ndao, qui est donc un membre fondateur du Polo de Dakar et qui a été, du coup, effectué sa carrière, effectué sa carrière dans le cadre des organismes de bassin du Sénégal et de la Gambie. A été récemment donc aussi le secrétaire général de l'OMVG et donc a une expérience de plus de 30 ans dans la gestion de ces institutions, notamment ces cadres de concertation entre usagers. Donc, Monsieur Ababakar Ndao, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jean. Bonjour de Dakar, hein, bonjour de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est un plaisir, en tout cas pour moi, de participer à ce webinaire. Au nom du Polo de Dakar, donc je suis membre, je suis, comme l'a dit Jean aussi, ancien secrétaire général de l'OMVG. Mais merci à nos partenaires de la Chine, hein, le ministère de l'Agriculture, de l'eau et puis aux amis de la recherche. La DDC également, nos remerciements. Nadia, merci. M. Dia aussi qui est avec vous et aussi au général Otep avec mon ami Jean. Moi, je vais vous parler de l'eau surface, hein, mais comme certaines présentations l'ont montré, hein, l'eau surface quelquefois a été liée aux eaux souterraines. La dernière présentation avec les questions de recharge le montre. Et parler comment deux organisations avec les pays ont pu peut-être gérer des eaux du fleuve, qui sont des eaux partagées, et comment ça a été fait à travers une coopération. La carte qui est devant vous était juste des deux cartes, plutôt juste pour vous présenter un peu le cadre géographique dans lequel nous sommes. C'est une coopération entre 6 pays en réalité, à raison de 4 pays par bassin, fleuve Sénégal et fleuve Gambie, étant entendu qu'il y a 2 pays qui sont membres des 2 organisations, en l'occurrence le Sénégal et la Guinée. Oui, slide suivant peut-être, Jean, s'il te plaît. Donc, en fait, voilà le plan de l'exposé. Hein. Un petit mot sur le contexte et les enjeux et engagements, juste présenter un peu ce qu'est l'OMVS très rapidement, et puis ensuite la mise en place aussi des institutions pour gérer l'eau et la mise en œuvre maintenant de cette concertation, comment concrètement tout cela se fait, et une dernière partie concernant la conclusion. Oui, slide suivant. Les 2 slides d'ailleurs qui suivent. En fait, l'objet, c'était de présenter pourquoi l'OMVS et dans quel contexte. Il y a eu un contexte historique où, effectivement, il y a eu un passé commun avec des tentatives de planifier la gestion du fleuve. Ensuite, il y a eu, du point de vue de l'environnement et du climat, et même de l'économie, des situations de crise en 1970, des années de sécheresse, si vous vous souvenez de l'Afrique de l'Ouest, c'était des moments de crise assez difficiles qui ont montré les limites du système de production agricole basé sur la pluie. Il y a eu juste après aussi le fameux choc pétrolier des années 70 qui a montré aussi la fragilité de l'économie et la dépendance au pétrole. Tout ça a fait que dans ces situations, les pays ont eu le réflexe de se dire, oui, on est en situation de crise, mais mettons-nous ensemble justement pour planifier et exploiter les fleuves qui sont des fleuves transfrontaliers, notamment le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Donc, OMV s'est créé en 1972 et puis ensuite, l'OMVG sera créé en 1978, mais c'est le même format, donc c'est le même contexte. Donc, en fait, les pays ont choisi la coopération pour pouvoir développer les ressources en eau et se partager maintenant les potentialités. Pour cela, évidemment, comme le slide suivant, il a fallu avoir évidemment des engagements qui sont en fait
matérialisé dans des conventions, des accords et instruments juridiques. Les fleuves ont été déclarés fleuves internationaux et puis ensuite, des conventions aussi qui portent sur la mise en place des ouvrages communs sur le fleuve. Ces conventions-là, c'était pour planifier et réaliser les infrastructures dans les aspects juridiques et techniques et financiers. Ensuite, quand tout cela a été fait, beaucoup de barrages ont été construits notamment par l'OMVG, par l'OMVS. L'OMVG vient également. Et maintenant, il fallait penser maintenant à comment gérer tout ça ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a un dernier instrument, Jean, la suite, sur la charte des eaux, qui a organisé maintenant comment gérer ces eaux-là et ces barrages. Donc, les grands principes, c'est la reconnaissance du caractère multisectoriel de l'eau, y compris les besoins pour l'environnement. C'est très important ici parce que la particularité peut-être de l'eau de surface, et c'est une complexité aussi, c'est qu'elle est utilisée pour produire de l'énergie. Et vous savez, de l'électricité, quoi. Donc, les besoins étant ce qu'ils sont, c'est un secteur marchand, et c'est un secteur qui pèse et il faut qu'on essaie de le gérer aussi avec les autres besoins qui sont là, de l'agriculture, l'eau potable et les autres. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'organiser tout cela. Et la charte a hiérarchisé et classifié les usages. La charte dit que la consommation humaine et animale en matière d'eau est classée en premier rang. Donc ça, c'était extrêmement important. C'est une profession de foi très importante. Et puis ensuite vient l'irrigation, l'énergie et les autres. Donc en fait, c'est un peu cela qui permet, quand il y a de fortes pénuries, bon là pas encore, mais ce sera certainement la consommation humaine qui sera mise en priorité. La charte aussi garantit l'accès des États et différents usagers à l'eau selon les modalités arrêtées d'un commun accord. Égal accès aussi à l'information, parce que ça c'est important, notamment hydrologique, parce que c'est très important que les gens et les États soient donc égal en matière d'accès d'information et qu'ils s'engagent aussi à fournir les données qui sont générées à leur niveau. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'il est très important de développer des outils scientifiques et techniques pour apprécier les projets, leur impact et simuler la gestion. Parce que c'est bon d'avoir des accords, mais c'est encore extrêmement important de pouvoir les mettre en œuvre à travers des outils scientifiques qui permettent à chaque fois de rassurer tout le monde. Et pour ça, des institutions ont été créées. D'abord, le Haut Commissariat de l'OMVS et de l'OMVG, qui est depuis 1972, qui est l'organe administratif qui gère tout cela. Mais ensuite aussi des comités spécialisés, consultatifs pour la gestion concertée des ressources en eau. Il y a d'abord eu ce qu'on a appelé la Commission permanente des eaux, où siègent les États, avec comme secrétariat le Haut Commissariat. Cette commission existe depuis 1972, depuis la création des barrages. Elle a été active évidemment quand les barrages ont été mis en œuvre dans les années 80 et réunit les États et le Haut Commissariat. Donc, c'est elle qui s'occupait de recevoir les besoins, de les analyser à travers les instruments et puis ensuite, techniques et scientifiques, et puis ensuite de proposer le programme de gestion de l'eau. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte de l'importance d'associer les usagers, parce que c'est bon que les États récoltent les données et fassent le programme, mais on a eu vraiment ce besoin de pouvoir impliquer directement les usagers. C'est pour ça que le comité de bassin a été créé beaucoup plus tard, certainement, en 2009 déjà, mais mis en activité seulement depuis 2019. Oui, la suite, s'il te plaît, Jean. Donc, pour la commission permanente des eaux, il donne son avis sur la base des textes et des simulations menées avec des outils techniques scientifiques sur la gestion de l'eau. Il donne sur les principes et modalités de la répartition équitable des eaux entre États, mais aussi entre les usagers. Il fait l'instruction aussi des demandes et projets d'utilisation de l'eau. Chacun ne veut pas venir comme ça faire des projets. Il faut que ça passe par un circuit et qu'on analyse, qu'on regarde la faisabilité. Et puis ensuite, non seulement la faisabilité à terme de prélèvement, mais aussi en termes concernant les rejets. Et pour cela aussi, il y a le suivi des prélèvements et des rejets dans le système du fleuve.
On évalue aussi les règles d'utilisation des eaux du fleuve et un avis est donné sur la tarification parce qu'également, l'eau est prélevée, mais il est donc soumis à une tarification. Donc, je disais tout à l'heure que pour cela, on a eu besoin de développer des outils, un modèle de répartition des coûts et charges entre les États et les usagers, un réseau d'acquisition des données hydrologiques, un tableau de bord des besoins et des ressources, et puis ensuite des modèles de simulation de gestion des ouvrages communs, les barrages que nous avons construits. La suite, s'il te plaît, le comité de bassin. Maintenant, le comité de bassin. Le comité de bassin est beaucoup plus élargi. Il rassemble l'ensemble des acteurs et institutions usagers de la gestion de l'eau du fleuve. Il donne aussi un avis consultatif aux autorités. Sur les grands axes de la politique d'aménagement du bassin, la gestion des ressources en eau, la protection de l'environnement, la politique de tarification de l'eau et sur les différents qui peuvent naître de la gestion de l'eau. Parce qu'effectivement, on a beau avoir aussi ces institutions, ces outils, mais la gestion de l'eau étant quelque chose de tout à fait dynamique, il peut y avoir peut-être quelquefois des différends. Et sur ça, on a besoin de l'avis du comité pour donner un avis, pour nous permettre aussi d'avancer sur la résolution de ces questions-là. Ce comité est constitué de plusieurs collèges. C'est très important parce qu'on a voulu que tous les gens concernés puissent participer. Le collège des pouvoirs publics, évidemment, les institutions publiques sont là. Le collège aussi des usagers. Parmi les usagers, il y a les sociétés d'électricité, les sociétés d'eau, l'agriculture, enfin, tous les usagers. Et puis ensuite, il y a le collège de la société civile qui a son avis aussi avec les ONG, les diverses associations aussi qui donnent leur avis. Et puis on s'est dit qu'il fallait aussi le collège de la communauté scientifique universitaire pour que effectivement aussi qu'ils puissent donner leur avis neutre par rapport à tout cela. Et l'organisation est la suivante, c'est que la présidence de ce comité est assurée par un membre du collège des pouvoirs publics. Ça tourne aussi entre les États tous les ans. Et ce président-là aussi prend part aux délibérations de la commission permanente des eaux que j'ai citée en premier lieu en haut. Maintenant, peut-être le dernier chapitre concernant cela, c'est un peu les conclusions, les leçons et les perspectives. Notre système, nous pensons qu'il est assez solide parce que c'est quand même, il est basé sur la confiance, la concertation et la coopération. Et on a quand même pour l'OMVS 50 ans d'existence, 40 ans pour l'OMVG. Et jusqu'à présent, les choses se passent assez bien. Les problèmes sont résolus à travers donc, les institutions que nous avons mises en place. Il faut dire qu'on a quand même l'engagement au plus haut niveau. Hein, les chefs d'État qui en fait sont l'organe d'orientation de ces organisations-là, mais aussi un comité, un conseil des ministres qui regarde tous les problèmes et qui prend les décisions et qui se réunit surtout assez souvent. Et la concertation est mise en avant pour pouvoir avancer. Il faut également la nécessité de développer des outils d'acquisition de données, de suivi et de gestion et de partage des coûts. C'est très important parce que c'est ça qui permet de rassurer. Parce que c'est vrai, la confiance, la concertation et la coopération, mais si les gens ont des outils techniques qui leur permettent effectivement à chaque moment de se rendre compte que leurs droits sont respectés, ça c'est extrêmement important et c'est cela qui permet de maintenir leur engagement. Élargir la concertation à tous les acteurs de base avec une combinaison des accords et des outils techniques de gestion. Il faut des accords, comme la charte des eaux, comme je l'ai souligné. Il faut aussi des outils techniques de gestion parce qu'il faut que les gens aussi s'engagent sur certains accords qui les lient et aussi qu'ils aient la possibilité de pouvoir donc mesurer effectivement que leurs droits sont parfaitement respectés. Maintenant, parmi les défis, il y a évidemment la prise en compte de la dimension changement climatique avec des outils techniques adaptés. C'est vrai que nous avons construit quand même des barrages qui sont des barrages
réservoirs hein, comme Manantali, qui sont des barrages interannuels. On s'occupe de pouvoir stocker les eaux et de pouvoir peut-être avoir des possibilités de mieux gérer. Mais on s'est rendu compte également qu'il fallait peut-être avoir regarder d'autres aspects avec les États évidemment. Et là, je peux parler Jean l'a dit tout à l'heure, hein, le fameux projet de gestion du bassin aquifère partagé, parce que on pense qu'en combinant la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines, certainement, ça va nous permettre de mieux adresser ces questions de gestion de l'eau qui vont être, si ces changements climatiques se confirment, notamment en matière de raréfaction des ressources, vont devenir peut-être de plus en plus difficiles à adresser. Évidemment aussi, parallèlement, des projets sont développés pour justement aussi promouvoir l'économie de l'eau, parce que c'est extrêmement important que des techniques soient données notamment aux agriculteurs qui en fait qui consomment le plus d'eau pour pouvoir faire des économies. Voilà, il ne me reste plus aussi qu'à vous remercier et vous dire que pour le projet base, je pense que Jean l'a dit, nous le développons avec aussi nos partenaires suisses, l'IGRAC et Apiton et l'UNICE aussi. Et nous pensons que c'est un projet d'avenir qui nous permettra de mieux adresser la question de la gestion de l'eau dans son intégralité, évidemment eau de surface, mais aussi eau souterraine. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Ababacar Ndao. Nous allons passer du coup à la troisième et dernière panéliste de cette session. J'ai le plaisir d'accueillir Dr Elisabeth Lichtewutz, qui est la nouvelle directrice du centre IGRAC, donc un centre international sur l'évaluation des ressources en eau souterraine. Et Elisabeth va nous parler d'un contexte qu'elle maîtrise très bien, puisqu'elle y a travaillé très longtemps, la question d'un aquifère basé dans le nord de Chine. Et donc, je te passe la parole, Elisabeth, pour une présentation de cette minute. Merci beaucoup, Jean. Et merci pour cette invitation, pour nous laisser un espace dans ce webinaire très intéressant. Et juste une petite précision, effectivement, sur IGRAC. Donc, nous sommes un centre indépendant, catégorie 2 de l'UNESCO, mais indépendant de l'UNESCO. Nous travaillons comme tous les centres catégorie 2 en relation étroite et nous avons des projets et des activités ensemble avec l'UNESCO. Et je vais faire cette présentation. J'ai préparé la présentation en anglais, donc je vais la faire en anglais parce que sinon je risque de chercher mes mots. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. C'est une présentation très courte pour juste amener et pointer le doigt sur la connaissance, un aspect de la connaissance de la ressource qui est clé et peut supporter effectivement des décisions de gestion des aquifères en milieu aride, semi-aride et en milieu transfrontalier aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, nous voyons votre écran. D'accord, merci bien. Donc, voyons si j'arrive à passer le... Voilà, OK. So, in arid areas, surface water is almost inexistent and sporadic. So, the development of life and all ecosystems depends on shallow groundwater. L'eau de surface est plutôt rare. Et alors, on montre ici le profil du nord de Chili, où les processus hydrogéologiques sont contrôlés par des grands bassins. Je vais essayer de voir si je peux montrer mieux.
avec une certaine accumulation de plus de 1000 mètres de sédiments détritiques issus de l'érosion de la cordillère des Andes, et la majeure partie de la recharge de ce bassin s'est produite à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène. Des grands volumes d'eau souterraine ont été stockés, mais principalement sous forme de fossiles. Alors, la précipitation moyenne se situe entre 150 et 150 mm par an dans la cordillère des Andes et dans la partie centrale du désert de l'Académas. Mais ici, la recharge de l'aquifère est alloctone. Comme dans toutes les zones arides, les précipitations sont beaucoup plus faibles que l'évaporation, et d'un facteur de 10 au minimum. Et dans les parties inférieures topographiques, les eaux souterraines sont très peu profondes, avec moins de 10 mètres de profondeur. Alors, nous avons un écosystème très spécifique qui se développe dans ce contexte. Par exemple, lacs salés, marécages, zones humides, des arbres comme les tamarugos, et bien sûr, cela s'associe au développement humain et l'agriculture. L'utilisation les eaux souterraines constituent une ressource stratégique, bien sûr, depuis l'époque précoloniale. Les différents utilisateurs sont la population, les entreprises d'approvisionnement en eau, les entreprises minières, les agriculteurs, les autochtones et l'environnement. Le département de l'eau surveille les eaux souterraines, réalise des évaluations afin d'accorder des droits d'eau. Mais le nombre de droits à utiliser l'eau a augmenté de plus de 4000% entre 2001 et 2017. Et cette situation a entraîné un certain nombre de problèmes, plus de conflits, bien sûr, et ce qui pose la question d'une gestion un peu mitigé. En Chili, dans le cas des aquifères, avec un taux de recharge beaucoup plus faible que le volume stocké, et donc les eaux ne sont pas renouvelables, le calcul correspond à 5%, le taux de recharge plus 5% du volume stocké sur une période de 50 ans. Alors, le déclin minimum depuis les années 90 se situe autour de 5,5 à 6 cm par an, c'est-à-dire 1 à 2 mètres en 2 décennies selon les calculs du département des eaux. L'aquifère a été déclaré comme une zone interdite et on ne donnait plus de permis pour l'utilisation des eaux souterraines. Cependant, les données nous montrent une très grande viabilité dans certaines zones avec 1,2 mètre par an, mais il y a aussi des endroits où il y a eu plutôt une augmentation de ces eaux souterraines. La ressource n'est pas vraiment menacée à cause du captage à ce stade, mais sachant que les petits utilisateurs ont perdu l'accès à l'eau et n'ont pas pu approfondir leur puits et n'ont pas pu avoir, bien sûr, de droit à l'utilisation. Et l'écosystème local, bien sûr, est menacé dans certains cas, au-delà du point de non-retour, comme cela a été aussi mentionné dans l'étude des cas en Chine. Une baisse du niveau des eaux souterraines de 0,5 mètres sous le niveau du sol prive les racines de la végétation des zones humides d'absorption d'eau et entraîne l'assèchement de ces dernières. Le premier problème peut certainement être résolu par la technologie, approfondissement des puits. La résolution du second est beaucoup plus compliquée. Alors, dans ce cas,
pour atteindre l'objectif de développement durable 6, en matière de gestion des eaux souterraines, c'est la possibilité d'abord d'accéder à la ressource en eau souterraine. Il ne s'agit pas de problème de disponibilité de la ressource, mais sans menacer les écosystèmes, ce qui constitue un grand défi. Alors, en utilisant des eaux souterraines fossiles dans les aquifères vastes et hétérogènes peut être une solution si les puits d'extraction ou de captage sont situés loin des zones où le niveau des eaux souterraines est proche de la surface, eaux souterraines plus profondes, pas d'écosystèmes dépendants des eaux souterraines, si une période non limitée, limitation du cours de dépression. Alors, deux messages essentiels pour comprendre le système des eaux souterraines. C'est important aussi avoir une vision à long terme pour le développement du territoire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, Elisabeth. Je remercie nos trois panélistes pour ces présentations très intéressantes. Malheureusement, nous sommes un peu en retard. Nous n'aurons pas beaucoup de séances de questions-réponses, mais posez vos questions sur le tableau du chat et aussi avec la DDC en Chine, le bureau DDC en Chine, on pourrait répondre à vos questions. Merci infiniment et bonne suite de session. Merci à 4 panélistes qui nous a présenté des cas dans différents pays et régions. Nous sommes un peu en retard, mais nous avons encore une intervention fort intéressante qui est faite par Madame Luo Jianmei de l'Université de Hebei Géo, qui a participé à notre projet. Conjointement avec Madame Shen de la CAS, elles ont mené des recherches très importantes sur l'économie de l'eau dans l'agriculture et l'économie de l'eau sur la plaine de la Chine du Nord. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir Madame Luo pour nous présenter les travaux qu'elle a réalisés. Elle a été personnellement associée à beaucoup de projets d'ampleur nationale ou régionale. Elle a effectué beaucoup de recherches sur la modification de la structure de culture. Merci pour cette présentation très élogieuse. Bonjour, chers amis. Donc, le thème de ma présentation, c'est je vais le diffuser. Le thème de ma présentation, c'est l'optimisation du mode de culture et le développement qui s'adapte à l'eau. Vous savez, l'irrigation agricole contribue de façon extrêmement importante à la production agricole au niveau mondial. Alors, là où on compte sur les eaux souterraines pour l'irrigation, on constate déjà cet très grave phénomène de exploitation, alors que la plaine du nord de Chine se situe justement dans une région de cette nature. Donc, on voit ce déséquilibre entre l'approvisionnement et la demande, et qui conduit à cette exploitation qui génère toute une série de problèmes écologiques. L'agriculture est le plus gros consommateur ici des eaux, donc qui constitue également l'élément clé pour réaliser l'économie. Donc, au niveau régional, réaliser cette économie, il y a plusieurs maillons. Premièrement, les technologies d'économie efficaces, ou une structure de culture pertinente qui permettent du niveau d'un développement soutenable qui permet l'économie. Dans le passé, on comptait surtout sur les technologies d'économie en augmentant l'efficacité d'utilisation, le WUE, alors que la profondeur ne cesse de diminuer. C'est ce qu'on a pu constater. Donc, ici, il y a une sorte de dilemme, c'est que plus on économise de l'eau, plus on gaspille de l'eau.
d'après les études basées sur une vingtaine de cas provenant de 14 pays, on pense que, en fait, avec cette tendance, c'est que l'eau économisée a été utilisée pour étendre l'ampleur de la culture. Donc, il est très important d'augmenter l'efficacité d'utilisation. Mais ce qui est encore plus important, c'est de contrôler l'ampleur de la culture. Donc là, on va surtout regarder le côté ampleur et le côté économie d'eau. Regardons d'abord le statu quo de culture dans cette région. Déjà, à partir des années 80, dans cette région en question, la structure, c'est le blé, le maïs, les légumes et les fruits, avec une forte augmentation de productivité. Par exemple, pour le légume, la productivité s'est multipliée par 7. Pour ces 4 catégories, la production dans cette région constitue pèse beaucoup sur le niveau national, mais aussi mondial. La Chine, vous savez, est le plus gros producteur de légumes, alors que cette région-là est placée au 3e rang national pour la production de légumes, avec une très forte productivité. Est-ce que c'est vraiment conduit par la demande? Regardons un peu la demande locale. Là, on se rend compte que dans cette région, à part le riz et le soja qui ne peuvent pas faire l'objet de l'autonomie, alors que l'ensemble des autres cultures constituent une sorte de surplus par rapport à la demande locale. Donc, cette très forte productivité, en fait, sont devenus des produits commercialisés qu'on exporte vers les autres régions, vers les autres provinces et les autres pays du monde. Chaque année, la plaine de la Chine du Nord prélève un volume total de 35,6 milliards de mètres cubes. Donc, la surexploitation est très saillante par rapport à la demande locale de consommation. Entre 1993 et 2020, en l'espace de 27 ans, la profondeur des eaux souterraines a connu une baisse en moyenne de 7,5 mètres. La plupart de cette surexploitation a été convertie en fait avec des productivités de légumes et de fruits et d'autres produits agricoles qu'on exporte vers d'autres provinces et d'autres pays. Donc, est-ce que c'est cette culture qui est à l'origine de cette exploitation, surexploitation, et finalement, comment on fait pour s'adapter? Après l'analyse des demandes et du niveau de l'ampleur de culture de ces espaces principaux, on a pu constater par exemple le blé, les légumes et les fruits constituent les 3 piliers qui représentent jusqu'à 90% de l'ensemble de l'eau consommée. Et sur cette structure de consommation, quand on regarde un peu le rendement économique, donc on essaie d'établir l'ordre de priorité de développement de ces différentes espèces de culture. Donc voilà très rapidement la structure de culture agricole dans cette région. Regardons ensuite comment faire pour un développement plus adapté. Premièrement, ce régime de culture à travers des expérimentations sur le terrain avec des modélisations. En combinant ces diverses mesures, on se rend compte que dans la plaine au-dessus des montagnes, c'est-à-dire que c'est la partie ouest de cette plaine, dans cette zone occidentale de la plaine, là où il y a une précipitation de moins de 500 mm par an. Ici, quand on regarde un peu le niveau de recharge dans cette zone, c'est 113 mm. Et avec le transfert des fleuves du sud vers le nord, on voit qu'ici, le régime de culture le plus approprié, c'est-à-dire 3 récoltes tous les 2 ans. Donc, c'est un peu moins intense que ces 2 récoltes par an. Donc, maintenant, avec le modèle de culture de 2 récoltes par an, ça dépasse la capacité de l'équilibre ici. Donc, face à l'ensemble de la région, on a compté sur les techniques téléobservation. On a pu établir les différentes modélisations sur les différents régimes de culture. Et on se rend compte, après nos observations, c'est que 3 récoltes tous les 2 ans
dans une grande mesure, ça permet de résoudre le problème de surexploitation, alors que là, bien sûr, sans prendre en compte le transfert des ressources d'eau externes, mais si on prend en compte le rajustement du régime, on voit que la demande du blé localement, avec le transfert d'eau extérieure, ça permet deux récoltes tous les ans ou bien dans une certaine mesure, 3 récoltes tous les 2 ans. Ça pourrait être le régime de culture relativement plus approprié pour cette région pour rétablir l'équilibre des eaux souterraines. Ensuite, regardons un peu ce régime ou cette structure des plantes. Pour essayer de trouver la structure la plus appropriée, on a établi 4 scénarios. Premièrement, avec la tendance actuelle, c'est-à-dire ici, selon l'observation de l'évolution pendant les 15 années passées, avec une modélisation rétrospective, on a obtenu ce scénario 1 et le scénario 2. On regarde que cette zone de Pékin, Tianjin et de Hebei qui fait l'objet de cette recherche. Et si on ne pense ici qu'à une autonomie, et là, on essaie de constater le lien entre l'eau et la culture. Et scénario 3, on se fixe l'objectif d'équilibre de l'eau et de la production agricole pour voir le maximum de productivité qu'on pourrait atteindre. Et quatrièmement, c'est coordination entre la production agricole et l'équilibre d'eau. En établissant ces modèles, ces modélisations, en prenant en compte l'évolution démographique, les revenus, structure de consommation, avec la prévision des équilibres de demande et approvisionnement avec la consommation d'eau, cela a pu conduire à ces résultats, c'est-à-dire que dans cette région avec ces 4 scénarios qui pourraient respectivement permettre d'économiser ces chiffres-là avec une économie de la surface du sol arable et avec un meilleur rendement écologique. Nous avons également procédé à une analyse du développement soutenable. Ici, vous constatez 3 courbes, ces 3 lignes qui sont des lignes limites, les lignes critiques. La première et la deuxième ne prennent pas en compte le transfert des eaux extérieures, rien qu'avec les ressources locales. Premièrement, c'est la première ligne, c'est on essaie d'équilibrer l'ensemble des surexploitations pour l'usage de vie quotidienne, industrielle, agricole. Deuxième ligne pour équilibrer la surexploitation agricole. Troisième ligne, ayant pris en compte le transfert du fleuve du sud vers le nord de la Chine. Donc, dans ce graphique, cela nous permet de comprendre que pendant les différentes années de production, pendant la plupart des années, ces modèles n'étaient pas soutenables. Même avec le transfert du fleuve du sud vers le nord, la consommation moyenne reste toujours au-delà du seuil critique. Donc, avec le régime actuel de culture, les problèmes persisteront. Donc, l'optimisation de la structure de culture agricole constitue vraiment une tendance d'avenir à droite. Ce sont les résultats d'optimisation. Donc, dans l'avenir, l'optimisation devrait s'orienter vers ce sens-là. Ici, on peut constater que sans prendre en compte le transfert des eaux externes, comme par exemple avec le scénario 2, on fixe l'autonomie en produits agricoles et ici, on vise l'équilibre des eaux souterraines pour un développement adapté à l'eau. Ça pourrait être le scénario intéressant. Mais si on se calque au niveau d'équilibre d'eau, cela ne permet qu'une autonomie en blé à hauteur de 75%. Là, sans des transferts des eaux externes. Là, on n'arrive pas à atteindre une autonomie en blé pour cette région.
Et en réel, à partir de 2014, nous avons commencé ce très d'ambitieux projet de transfert des eaux du sud vers le nord. Donc ici, on peut avoir plus de marge de manœuvre pour l'optimisation de la structure de culture agricole. Donc ici, ça s'oriente toujours autour de la ligne critique, du seuil critique. Donc, dans l'avenir, pendant le processus d'optimisation, pendant les différentes périodes, il y aurait les différents objectifs de protection agricole. On veut s'assurer de l'approvisionnement céréalier de l'agricole, mais ici, cette ligne avec le transfert des eaux du sud vers le nord, si on s'oriente plus, on cherche plus d'autonomie, là, on va se déplacer un peu vers la gauche. C'est peut-être dans cette zone-là qu'on va pouvoir trouver un équilibre. Donc, avec ces analyses de modélisation, on se rend compte que sans le transfert de technologie, il va falloir le transfert de céréales. Si on veut l'autonomie de céréales, il faudrait absolument un transfert des eaux externes. Donc, dans l'avenir, il y a donc ces deux pistes qu'on pourrait suivre dans l'avenir pour un développement soutenable. Si on les transfère, il faut au moins 1,1 milliard de mètres cubes, c'est-à-dire à peu près 18% de l'ensemble du volume des eaux du sud vers le nord. Et donc, avec ces graphiques en bas, c'est-à-dire avec les ressources locales et les transferts des eaux du sud-nord qui engendrent des changements des eaux souterraines. Avec le transfert, ça permet un équilibre entre le prélèvement et la production. Mais si on veut garder le même volume de produits, de culture économique, là, il va être très difficile. Donc, voilà ces résultats selon nos déductions. Le dernier point, c'est qu'on essaie de nous focaliser sur les technologies d'économie d'eau. Donc, sur les signes critiques, on essaie de calculer le seuil critique d'efficacité. Si on veut atteindre cet équilibre d'utilisation agricole, il faudra augmenter de 10% l'efficacité d'utilisation. Bien sûr, il y a des différents scénarios. Là, on pourrait déjà atteindre sans une augmentation de 10%. Si on veut un équilibre avec l'ensemble des eaux consommées, non seulement pour l'agriculture, mais aussi d'autres domaines, là, il va falloir une économie de 20%. Mais après nos analyses sur WUE, on se rend compte que dans cette région en question qui fait l'objet de nos recherches, c'est une région là au niveau d'économie, on a déjà bien avancé. WUE s'apparente déjà au niveau mondial. Donc, pour une optimisation de 20%, ça va être difficile à réaliser. Donc, on se dit, si on veut une augmentation de 10%, quels seraient les résultats? Ici, comme il y a les différents scénarios, regardons maintenant que avec la structure de culture agricole actuelle, avec une augmentation de 10%, qu'est-ce que cela pourrait donner comme résultat? Ici, TECW, c'est-à-dire ici, c'est pour augmentation de productivité. Donc, on se rend compte que si on veut juste réduire l'évaporisation, ici, on atteint ce niveau-là, ce niveau d'économie. Si on compte exclusivement sur la productivité pour atteindre le WUE de 10%, là, on pourrait avoir une augmentation de productivité de 12%, mais l'utilisation d'eau va augmenter. Donc, cela correspond au résultat des études précédentes, c'est-à-dire avec une augmentation de productivité, ça augmente également l'eau utilisée. Donc, en réel, la zone de vacillation entre l'économie et la productivité, ça devrait se situer ici.
Donc ça, c'est juste le résultat pour l'amélioration de WUE. Avec ce schéma-là, avec l'optimisation de la structure de culture et les économies, on essaie de placer tout ça dans ce schéma pour évaluer sa soutenabilité. Ce point-là, c'est la situation actuelle, le statu quo, la situation moyenne. Si on prend simplement en question l'optimisation de structure de culture, c'est scénario 4. C'est ici où ça se situe. C'est uniquement avec une optimisation du panel de sculpture. Si on compte uniquement sur réduire l'évaporisation, ici, on se situerait dans ce cas-là ici, comme tout à l'heure avec le schéma avec les colonnes. Dans ce cas-là, cela permet une économie de 31%. Si on combine ces deux, là, ensuite, on va se situer avec l'optimisation du panel de culture. Donc ici, on peut avoir une économie de 40%. Donc, selon ces résultats, j'en arrive à la conclusion suivante. C'est que premièrement, cette région, avec son régime actuel, qui est fortement consommateur d'eau, avec légumes et les fruits, qui pourraient représenter jusqu'à 90% de l'eau consommée. Donc, ce sont des cultures extrêmement consommatrices. Deuxièmement, si avec le transfert sud-nord des eaux externes, ça permet donc cette combinaison de 2 récoltes par an et 3 récoltes tous les 2 ans. Sans ce transfert sud-nord, dans ce cas-là, les ressources locales ne pourraient que soutenir au maximum 4 récoltes tous les 3 ans. Si on compte uniquement sur l'optimisation du panel, c'est 15% d'économie. Si on juste augmenter WUE pour 10%, ça va être une réduction de 31%. Si on combine ces deux, ça permet une réduction de 40%. Donc voilà, dans ce tel scénario, on n'a pas besoin de transfert sud-nord et cela permettrait déjà d'atteindre cet équilibre de développement agricole et des eaux externes. Donc, avec le 15%, là, on compte uniquement sur le transfert et avec le 31%, on compte une augmentation considérable des technologies et d'économie en eau, ce qui n'est pas tellement possible maintenant. Donc, si on utilise toujours les technologies actuelles d'économie en eau avec les mêmes conditions de production, soit il nous faut un certain transfert des eaux externes, soit il nous faudrait dans ce cas-là importer les céréales ou les produits agricoles des autres provinces ou des autres pays. Comme il y a beaucoup trop de détails qui pourraient être étalés ici, mais on n'a pas le temps, donc je vais m'arrêter là. Merci. C'est la fin de ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Madame Laure. Vous avez donc parlé sous aspect de l'agriculture très consommatrice de l'eau. On a parlé de l'acheminement, on a eu quelques tentatives, hein, par exemple l'acheminement, l'économie de l'eau, les installations économes en eau. Mais les présentations, comme vous l'avez faites, est quand même rate. Lors du G20, du sommet du G20, M. Xi Jinping a parlé de la sécurité hydrique et la sécurité agricole. Donc, à long terme, ce que vous venez de présenter nous donne quelques inspirations pour assurer cette sécurité alimentaire et hydrique en Chine. Comme le temps qui nous est imparti s'épuise déjà, nous n'avons pas d'interaction. Vous n'hésitez pas à nous contacter pour poser des questions. Et nous avons l'honneur d'avoir invité un collègue du département de la coopération internationale, M. Wang Jingchun, chef de division
dans le ministère chinois en ressources parce que depuis 8 ans, le ministère chinois des ressources de l'eau nous soutiennent immensement, hein. Donc, vous avez la parole, Madame Wang. Merci, honorable Madame la conseillère Binanine, nous savons, et chers invités, nous savons que l'eau est stratégique pour la sécurité alimentaire, écologique et la sécurité de notre vie. Aujourd'hui, cette année, le thème, c'est enchérir les ressources de l'eau souterraine. Il est nécessaire de parler de l'aquifère. C'est aussi un résumé de ce que nous avons fait jusqu'ici. C'est à partir de 2014, nous avons travaillé avec des experts étrangers pour choisir le district de Guantao de la province de Hebei. Nous avons, par exemple, étudié en profondeur la stratégie face à la surexploitation de cette zone. La partie suisse comme la partie chinoise, à travers notre enquête depuis 8 ans, arrive à mieux connaître la problématique et pour donc donner des solutions systémiques. Je suis ravie d'écouter les experts qui ont travaillé au Sénégal, au Chili, par exemple. Et je remercie à tous les experts ici présents de partager avec nous les données et les expériences de premier niveau. Et nous avons pu donc en tirer des points communs pour trouver une solution. Le gouvernement chinois accorde une importance particulière à la préservation de l'aquifère. Et l'usage et la gestion soutenable et durable de l'aquifère est notre priorité. Nous avons par exemple des règles publiées en ce qui concerne l'usage de l'aquifère, mais nous sommes toujours confrontés à un défi majeur de préserver l'aquifère. Nous sommes contents de voir que nous avons eu déjà des progrès avérés via notre coopération sino-suisse. J'espère que nous pourrons donc faire une campagne de communication de notre projet. J'ai entendu une intervention de Dr. Ching, par exemple, comment surveiller la consommation de l'eau via des compteurs de l'eau et pour sensibiliser les agriculteurs à l'économie de l'eau. C'était très intéressant. Et Madame la conseillère et Madame Wang ont déjà mentionné que notre collaboration se faisait depuis de longue date. Nous avons eu quelques projets de coopération. En décembre, nous aurons la réalisation ou bien je vais dire l'accomplissement de notre projet de l'aquifère. Et je tiens à remercier la DTC de votre soutien, de votre travail de coordination et je réitère mes remerciements à tous les experts ici présents pour le partage de votre expertise. Merci. Merci, Madame Ching. Merci de faire un résumé et de faire le bilan de notre coopération sino-suisse depuis 8 ans. Vous avez une très belle compréhension et lecture de notre coopération. Dans le chat, nous avons posté quelques éléments de nos échanges d'aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez mieux connaître notre projet, vous aurez
des séminaires en ligne, une dizaine de séminaires en ce qui concerne notre méthodologie, le bilan de notre projet et puis notre coopération avec l'Institut international de gestion de l'eau, etc. Maintenant, l'heure du dîner en Chine est dépassée. En Suisse, c'est déjà l'heure du déjeuner. Merci d'être patient, de rester avec nous jusqu'ici. Nous espérons que nous aurons davantage de collaboration entre la Suisse et la Chine. Nous remercions à nos 6 interprètes pour leur interprétation et bonne soirée. Au revoir. À la prochaine.